Je vais donner immédiatement la parole à Patrice Laureau, qui donc enseigne à Paris 1, ancien directeur de programme au collège et entre autres l'auteur du Tempo de la pensée publié au Seuil. Merci. Donc j'ai pour titre à quelle vitesse philosophez-vous ? C'est dans la forme une question que Deleuze vous adresse. Bon, je vais tout de suite dans Deleuze, c'est-à-dire dans Gombrowicz, c'est-à-dire que je vais très vite. Et je retiens un texte dans le journal de Gombrowicz qui s'appelle, intitulé, disons, Les 4 anti-chiens. Ça m'a paru un texte merveilleusement post-paradeleuzien. La situation est la suivante. Un chien est mourant. 4 attitudes sont possibles. Et les 4 attitudes sont appelées des attitudes d'anti-chien. La première consiste représente la première figure représentée par une dame, demoiselle, richissime et communiste, et qui, voyant le chien, se rend compte que rien des animaux ne la concerne. Elle interdit l'exploitation de l'homme par l'homme, mais elle accepte l'exploitation de l'animal. C'est un premier anti-chien, ça. Bon. Il n'y a pas de différence fondamentale entre cette matière souffrante et la matière humaine. Bon. Je passe tout de suite au second anti-chien. C'est un catholique fervent, mais son catholicisme n'est pas plus utilisable ici que le communisme de Mademoiselle Jeanne. Bon, on aurait dit qu'en se penchant sur le chien, il s'écartait de Dieu. Il était devant l'animal, c'est-à-dire qu'il n'était plus devant Dieu, mais dans un tout autre registre. Il était avec le chien, comme si renonçant à son âme immortelle. Bon, je ne poursuis pas, il s'agit ici de la pitié. Troisième posture d'anti-chien, je vais vite, Troisième posture d'anti-chien, c'est moi, Gombrowicz. Pour moi, il n'y a pas d'instance supérieure, pas même de chien, seulement devant moi un morceau de matière qui souffrait, c'était intolérable, je ne pouvais supporter. Déconcerté par ce supplice au fond de cette écurie, j'exigeais qu'on en finisse, tuer, stopper le mécanisme de la douleur. Et il y a un quatrième anti-chien, c'est le propriétaire du chien, agronome, propriétaire foncier. Il était d'un autre monde, il ne craignait pas la douleur en soi, comme moi. Il n'était pas en quête de justice universelle, je passe. Bon, c'était un maître, il aimait ce chien, mais aurait condamné au supplice, sans aucun scrupule, 40 millions de fourmis et 10 000 baleines. C'était lui qui me paraissait le plus anti de nous tous, dans cette série obscure, penché au-dessus du chien, maître absolu de la création, proclamant tout pour moi. Avec la douleur d'une mère éplorée, il dit « Patientons peut-être qu'il ne mourra pas ». Ce texte illustre évidemment... Pardon ? C'est la résonance. J'y peux rien. Alors, bon. C'est une variante évidemment du devenir animal ou du devenir chien. Bon. Deleuze a besoin d'être séduit par ce qu'il pense, c'est-à-dire surpris, entraîné, trompé. Séduit par ce qu'il pense, c'est-à-dire qu'il a peur de s'ennuyer. En gros, pour lui, la philosophie est trop lente. Cette lenteur joue tous les mauvais tours. Trop lent, et à la faveur de cette lenteur, toutes les mauvaises idées philosophiques viennent. Source, principe, problème. Autrement dit, tous les problèmes de la philosophie à ses yeux, comme problème, viennent que ça va trop lentement. C'est une question polémique. À quelle vitesse philosophez-vous ? Ça veut dire le moins d'atermoiement sur les préalables. Très peu de garanties transcendantales, très peu de garanties. Télescopage des médiations, désinvolture, pas de conduite d'échec vis-à-vis de la fin. C'est une question adressée qui signifie essentiellement surtout pas quelles sont vos positions, surtout pas quels sont vos préjugés, et en avez-vous fait le décompte critique, surtout pas ça.
Bon. Je passe. Déjà. Bon. Débarrassez-vous de l'insupportable question des présupposés. La question d'être radical et grotesque. S'en débarrasser au plus tôt. Je serai évidemment télégraphique, puisque je dois aller vite. Bon. Chaque fois que l'on croit à un grand principe, on ne peut plus produire que de gros dualismes stériles dans son dialogue avec Pierre Parnet. C'est toute une morale, c'est celle des occasions, pas de principe, mais des occasions intéressantes. Ce sera, vous le savez, critère décisif. Pas de cheminement, c'est trop lent. La vitesse s'y prend de telle façon que le commencement est d'emblée court-circuité, on est tout de suite dedans. Lequel entre, pas un entre-deux, entre, est illégitime, puisqu'il est né illégitime, c'est un enfant illégitime, puisqu'il est né de l'occasion d'un rapprochement mis à l'essai. On verra tout à l'heure sur quelques exemples. Alors, je précise encore, la vitesse, ce n'est pas un itinéraire, c'est même le contraire. La plus mauvaise des questions, quel a été votre itinéraire en philosophie? Le moins de ratiocination, je vous le disais. Bon. La vitesse, c'est un mot, si on y fait attention, qui est constant. Et je suis frappé qu'il ait peu remarqué. Il implique donc qu'il soit imperceptible. C'est-à-dire que ça va plus vite que la perception. Par conséquent, si on est dans une position de perception, on ne peut pas apercevoir le motif de la vitesse. C'est, dans le fond, un antidote majeur contre le pathos de la mélancolie. Ça veut d'abord dire que si on veut pressentir ce qui est derrière ce motif, il faut faire un pas latéral par rapport à ce qui est le grand motif de l'objet merveilleux perdu à la quête duquel on est et qui est l'un des grands chemins de la philosophie. Donc, contre le pathos, la vitesse, aller plus vite que la vitesse déjà ultra rapide qui va de la perception au souvenir. Dès qu'une perception rappelle quelque chose, c'est une catastrophe. Donc, il faut arriver à intercepter cette relation. Je précise évidemment que la perception qui rappelle, c'est l'embryon de tout le platonisme. Alors, il y a une vitesse de croisière qui n'intéresse pas du tout Deleuze, c'est la vitesse d'Aristote. Elle est exemplaire car c'est la plus monotone en philosophie. On progresse de l'archet qui transmet de façon contrôlée à travers, etc. Je ne vais pas faire Aristote. Bon. Cette vitesse, c'est celle du pas. Autrement dit, on marche dans Aristote. Et le modèle, le schème, c'est trois termes, deux espacements. Tout objet aristotélicien est construit sur ce modèle. Et je précise que l'infini est qualifié par Aristote comme l'imparcourable. Ça l'ennuie beaucoup, ça. Donc, dans le fond, Deleuze, Aristote s'en occupe pas. Autrement dit, le problème chez lui, c'est comme ça. Laisse tomber. Bon, il ne s'oppose même pas. Il y a quelqu'un qui est intéressant là-dessus, c'est Plotin, parce que dans le fond, Plotin, d'une certaine façon, c'est la vitesse de la lumière. Si on est dans le bon rythme plotinien, eh bien, le là-bas, c'est le nom le vrai nom de l'un, hein, c'est le là-bas. Le là-bas n'est peut-être pas si loin que ça de l'ici. S'il y a simplement un léger écart et une vibration, on peut écrire un Plotin très deleuzien et pas du tout platonicien. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit simplement de modifier quelque chose, à savoir un axiome qui est que ici et là-bas n'ont pas la même structure. Bon, alors c'est ça qui est mis en question. Bon, rien chez Deleuze qui corresponde par conséquent au grand deuil de l'objet merveilleux perdu. J'avance. Alors, toute la canonicité philosophique est touchée.
identité, forme, principe, position, présupposé, développement, espace, temps. On voit que à une certaine vitesse, on ne voit pas les mêmes choses. Plus vite, on voit d'autres choses. Tout ce qui peut avoir rapport à l'hétérogène, ce qui procède d'autre chose que d'une provenance. Voilà ce qui occupe Deleuze. Je donne tout de suite un exemple. Il s'agit de l'exemple donné devenir esquimau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'explique, pas complètement. Devenir esquimau, c'est pas faire la moitié du chemin et l'esquimau la moitié pour faire un centaure ou pour faire un monstre hybride de moitié esquimau, moitié moi. Autrement dit, c'est dépersonnaliser le moi, dépersonnaliser l'esquimau. Qu'est-ce qui peut surgir? Toute autre chose, peut-être une musique. Imaginez que ce soit une musique qui surgisse de la tension entre un moi et un esquimau. Cette musique aura un avantage, c'est qu'elle sera hétérogène, c'est-à-dire qu'elle ne procède pas de Bach. Elle naît de toute autre chose que de la musique. Et c'est, en un sens, ce qui, moi, je fais un choix délibéré, ce qui m'intéresse dans Deleuze, puisque vous savez que Deleuze, disons, faisait de la question de l'intérêt une pensée intéressante, c'est une pensée qui produit de l'excitation. Il n'y a que ça qui m'excite, le reste m'ennuie. Alors, je dirais ceci, il y a deux choses à éviter, deux conseils, il donne de légers conseils. Bon, ensuite on fait ce qu'on veut. Deux choses sont à surveiller. L'ornière et l'œillère, c'est intéressant parce que c'est pas très loin l'un de l'autre. Alors l'ornière, on y retombe dedans tout le temps, c'est le chemin tracé, et on s'y enfonce. Sortir de l'ornière s'appelle un zigzag. Bon, l'œillère c'est très mauvais parce qu'on n'a pas de latéralité. Or le latéral est majeur. Qui ne voit pas son latéral ne peut pas faire quelque chose d'intéressant. Autrement dit, dans la caverne, je crois bien qu'on a des œillères. Bon, en philo, sa croix, la croissance, a lieu depuis le latéral. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner la tête. Si on tourne la tête, ça devient central. Et le latéral se déplace. Donc on ne peut pas voir le latéral. Donc il faut savoir être comme ça. Bon. C'est vrai. Bon. Ce qui est donc intéressant, c'est conjointement le mal voir. On le voit mal, le latéral, puisqu'on ne le voit pas frontalement. Donc pas de frontalité, pas de face à face. Pas du tout, jamais. Bon, mais une asymétrie entre ce qu'on a sous les yeux et le latéral. De ça doit sourdre quelque chose qui s'appellera tout à l'heure, je vous dis son nom, je le donnerai, c'est l'antre, E-N-T-R-E. Mais pas l'antre de Eléate, qui est le contraire, qui est la paralysie. Bon, je crois que le petit traité que Deleuze n'a pas écrit, que j'écrirai un de ces jours, c'est un petit traité de l'asymétrie générale. Autrement dit, toujours se positionner en position d'asymétrie, ne jamais se trouver en frontalité. Alors, une conséquence de la façon de lire Deleuze, il ne s'agit jamais, à mon sens, de s'enfoncer dans le commentaire. Jamais, 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 jamais. Et de sous-texte, et de sous-texte, et de sous-texte, tout ça, c'est pas du tout bon. Bon, très mauvais. Bon, c'est de la profondeur, tout ça. Il s'agit d'un va-et-vient d'un battement entre, ma foi, lui, mettons, lui, un texte de lui, et toute autre chose, un Bacon, du Michaud, du Boulez, du Melville, et entre ça, c'est l'essentiel. Bon, entre lui et Michaud, vous verrez tout à l'heure que ce que je propose, c'est que Deleuze pense que la bonne vitesse en philo, c'est la vitesse Michaud. Bon, mais vous verrez avec quelques axiomes qui s'imposent, bon, que je vais donner bientôt. Bon, je ne devrais pas annoncer, je devrais y aller. Bon, alors, j'ai dit, la vitesse est un imperceptible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser autant le temps de se manifester, c'est tout. Si le temps a le temps de se manifester, c'est une catastrophe. Il faut aller donc plus vite que le temps. Bon, compte tenu que le temps philosophique est grosso modo un temps de la mélancolie et d'un temps de la recherche, Deleuze ne cherche pas, c'est manifeste. Deleuze ne cherche pas. Deleuze s'occupe à fabriquer des petits objets qui sont des antres. Bon, alors, plus vite que la perception, je vous disais, la condition donc pour soupçonner que le motif de la vitesse est celui qui dans le fond explique cet objet canonique dont je ne parlerai pas, à savoir le plan d'immanence, puisque ça c'est la vulgate, bon, eh bien, exige que l'on comprenne ce que c'est que la vitesse, c'est-à-dire pas du tout le déplacement d'un mobile,
mais l'omniprésence en tout point de chaque brillance, autrement dit une espèce de scintillement permanent en tout point de simultanéité et de choses qui sont en écart. Alors, je regarde, bon, comme évoquant Fitzgerald dans la fêlure, Deleuze retenait perdre le visage, percer le mur, le limer patiemment, ça s'appelle ça écrire, c'est-à-dire l'autre côté du mur n'est pas un autre côté. Bon. Pour tout ça, pour prendre de vitesse la mélancolie, c'est pas facile, parce que on y est incité. D'où la proposition que je fais contre la mélancolie, il n'y a qu'une solution, la position d'axiomes. Je voudrais dégager 4 axiomes, qui sont les axiomes qui produisent quelque chose comme une nouvelle sensibilité. Il s'agit donc d'acquérir un nouveau style de sensibilité, qui n'est plus du tout un style disons, de la résonance, mais une affectivité qui est issue d'un affect d'axiomes. Ces axiomes ont un avantage, c'est qu'ils proscrivent la légitimité de la question. On ne pose pas de question. Bon, le problème est évidemment celui de l'acceptabilité de ces axiomes. Bon, le problème de la question n'est même pas de la refouler, ce serait trop difficile, elle reviendrait. Il faut la désaffecter, la laisser tomber en désaffect, mais même pas latérale, plus gravement encore que latéralement. Bon, c'est une mauvaise chose, une question. Alors, ces axiomes, je les propose. Bon, ce sont les axiomes de la vitesse. Ils peuvent se formuler un peu autrement. Déjà, autrement dit, la question « à quelle vitesse philosophez-vous » je la transforme déjà en combien de temps vous faut-il pour être en contact avec l'hétérogène. Beaucoup de temps ou pas beaucoup. Dans le fond, c'est majeur. Qu'est-ce que c'est que l'hétérogène là-dedans? C'est ce qui va dissymétriser toute relation. Aucune ne se rencontre, il n'y a pas de rencontre et il n'y a pas évidemment de syngeneia. A fortiori, pas de syngeneia. Alors, j'énonce ces axiomes, qui sont les axiomes de la vitesse, qui sont aussi des axiomes d'indifférence. Alors, le premier axiome, quelle quantité d'énergie opposez-vous au devenir hétérogène de quoi que ce soit? Tandis si vous opposez beaucoup d'énergie, vous allez lentement. Qu'est-ce que c'est que le devenir autre? C'est devenir chien, par exemple, devenir femme. Il y a un très beau petit traité de Michaud. Je télescope parce que j'aurais pas le temps de finir. Un petit traité de Michaud, un recueil qui s'appelle La nuit remue. Si on le regarde, tout devient plat. Tout. Les hommes deviennent des crêpes. Bon, et il y a même un poème où les crêpes s'accumulent les unes sur les autres, ce sont des hommes qui tombent, goutte à goutte. Bon, ce devenir plat est exemplairement quelque chose qui intéresse Deleuze. Bon, on peut opposer évidemment beaucoup de résistance aux extraordinaires mutations que Michaud fait subir aux figures, et on peut écrire à propos de Michaud un traité de la défiguration. Bon, alors le problème est quelle quantité d'énergie usez-vous pour résister au devenir hétérogène? Bon. Si vous le laissez subvenir, l'hétérogène se produit de l'antre, c'est-à-dire vous faites l'économie des deux problèmes majeurs, arché et télos, qui sont un gouffre. Bon. Vous n'avez de ce fait-là que jamais de problème d'abord, la forme problème n'a pas de statut, et vous n'avez que des objets curieux, c'est-à-dire des objets traversés par une ligne d'hétérogénéité qui ne coïncident pas bien. Jamais. Bon. Alors, le deuxième axiome, combien de... des faux axiomes, hein, des quasi. Bon. Combien de temps faut-il pour user l'exigence de distinguer entre ici et là-bas? Bon. En gros, là-bas c'est très beau. Hein, on n'y est pas. Il faut y aller. Ou il faut le ramener. Bon. Si maintenant vous avez une indifférence totale entre ici et là-bas, si donc il n'y a pas de raison d'y aller, ou bien si là-bas est ici tout près, à rien d'écart, si une simple ligne vous en sépare, vous pouvez aller à une très grande vitesse sans bouger. Ce qui est impliqué dans la notion de vitesse, elle est à séparer totalement
du mobile d'un mouvement. Elle est simplement je dirais, la possibilité de vibrer avec une légère différence qui est majeure. Bon, mais c'est très difficile d'user de faire que le là-bas soit infiniment peu différent de l'ici, et pourtant maintenant un entre-deux, d'où peut surgir quelque chose qui ne provient pas d'eux, car dès que ça provient, il y a du principe et on est perdu. Bon. Un troisième axiome, et à quelle, disons, proximité du chaos supportez-vous de vous tenir et de vous sentir bien? Bon, on peut se sentir mal. Bon, se sentir bien, c'est-à-dire, le chaos, c'est pas le gros pêle-mêle. Le chaos, c'est la mutation permanente en tous sens, et disons des intensités sur un mode imprévisible. Bon, assister à ça sans tristesse et en le supportant. Bon, quatrième axiome, avez-vous besoin de capitaliser du résultat? Si vous avez besoin de résultat, vous êtes un peu égalien. Bon, c'était pas bon ça. Bon, autrement dit, quel bénéfice tirez-vous d'une récollection? Bon, autrement dit, tous ces gestes-là, il n'en veut pas. Bon, pas de capitalisation du chemin parcouru. C'est sa forme de générosité à lui. Bon, par conséquent, il y a trois mots majeurs. Bon, trois mots majeurs. Ces trois mots fait que le véritable élément dans lequel on est, c'est un flux, à savoir l'intensif, l'instantané et le mutant. Bon, vous savez que le variant, vous savez que Deleuze décline variété, variation, etc. Bon, à propos qu'est-ce que la philo? Je pense qu'il faut remonter d'un cran et analyser le mutant, c'est-à-dire la possibilité de prendre à tout moment une direction imprévue. Tout point doit devenir un mutant, toute ligne. Bon, alors, je passe. Alors, bon, donc, faire adopter en philosophie la vitesse Michaud. Michaud est une référence permanente. C'est pas un nom propre, c'est le nom d'une vitesse. Bon. C'est-à-dire le nom de la plasticité des formes et de leur résistance à être déformée. La forme n'est pas un principe de conservation, mais la variance imprévisible de mutation de toute configuration. C'est sans doute ce qui doit tourner autour de l'agencement. Bon, il est évident que dans mon esprit ici, Michaud est l'un des bons latéraux de Deleuze, et que, alors, il ne s'agit pas d'une confrontation et d'une lecture juxta, non, il s'agit de savoir ce qui peut, entre les deux, surgir, bon, et qui ne provient ni de l'un ni de l'autre. Bon, pour ça, il faut modifier et Deleuze et Michaud, bon, mais les modifier de façon imprévisible, bon, selon les trois impératifs d'être mutant, d'être intense et d'être rapide. Bon, j'essaie d'être rapide. Bon, alors, je dirais même ceci, qui est presque une citation de Deleuze, à savoir qu'on fait de la philo de deux façons. Ou bien on fait de l'histoire de la philo, très bien, on fait de la très bonne sur Platon, ou bien on fait toute autre chose, c'est-à-dire qu'on fait des greffes. Et on greffe par exemple sur Platon du Michaud. Mais une greffe, c'est très spécial. D'abord, ça rate, ça rejette, etc. Bon, et dans le fond, c'est même pas un bon mot. Qui est de lui, pourtant. La greffe est encore trop homogène. Il faudrait arriver à incruster dans Platon, dans un morceau de Platon, un morceau de Michaud qui soit tellement en conflit, en résistance, qu'il y ait une allergie telle qu'il faille un lien d'acier pour le tenir ensemble. Dans le fond, le bon objet deleuzien, c'est un morceau de Platon avec un morceau de Michaud ficelé, bien ficelé, et ça fait un objet, ça. Bon. Et je crois qu'il faisait des objets. C'est pas du tout un type qui aime lire des textes, hein, dans le fond. Il en a lu énormément. Mais ce qui l'occupe, c'est pas ça. Bon. À mon sens, toujours. Alors, je passe sur la variation. Bon, alors, je redis deux mots sur les les axiomes, à savoir un poème de Michaud où l'inconscient est une certaine vitesse. Pas l'inconscient avec l'Édipe, hein, pas du tout. Hein. Non, l'inconscient, c'est-à-dire le réagencement permanent par les rapprochements incongrus.
Oui, la règle est celui des rapprochements incongrus, ce que fait un inconscient. Hein, bon. Et un réagencement à toute vitesse. Le problème est de retrouver rapidement une configuration intéressante. Intéressante, c'est-à-dire qui augmente l'intensité, augmente la vitesse et augmente le sentiment de différenciation possible. Bon. Alors, il est difficile de résister il est difficile de résister au devenir non personnel. Nous sommes accrochés au moi de façon un peu exagérée. Par conséquent, comment se décrocher? Les problèmes de décrochage, là. Et c'est la durée de la résistance mesure la vitesse. Bon, il y a des gens qui sont plus résistants que d'autres. Michaud est celui qui résiste le moins. C'est pour ça qu'il va le plus vite. Bon, c'est tout. Bon. Deuxièmement, la résistance à la différence. Bon, je n'aurai pas le temps de lire sans doute, mais il y a dans une deuxième préface de ici Podéma, vous connaissez sans doute ce recueil, un moment où Michaud, dans la deuxième préface, dit le là-bas, le très loin, tout près d'ici. Bon, c'est très précis, le tout près, c'est absolument tout près, mais avec lequel il y a quand même une ligne de vibration qui fait que ça c'est quelque chose de ce que je veux dire, en prenant un exemple qui est de ma provenance. Je me trouvais devant un corot, la Frick Collection, et je me dis, qu'est-ce que ce corot? Il est curieux, et on dirait que le ciel, c'est pas du tout peint par corot, mais une grosse tache grise. Et je me suis dit, mais c'est un Rothko, ça. Alors ça fait un Corotko. Bon, et alors ça, cette vitesse-là, qui fait que la ligne de séparation Rothko-corot est intense. Peindre, c'est ça. Ici, trouver quelque chose entre corot et Rothko. Bon. Il n'y a pas de filiation, hein. S'il y en a, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que ça surgisse. Bon, imprévu. Bon, alors, évidemment, il y a une chose qui est, quand on est lecteur de Michaud, on le sait, une résistance aux transformations instantanées. Vous savez que ça se transforme très très vite dans Michaud, hein, très 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 vite, et que on supporte assez mal de devenir, et comme ça, on est entraîné dans des formes absolument. Par exemple, je me rappelle d'un homme serpent qui est sur une armoire et dont les bras pendent comme ça, c'est pas très drôle. Bon, et il faut évidemment consentir à cette transformation. Bon. Et puis, il y a une résistance à, orphio et majeur, substituer au sérieux l'intéressant. Bon, l'intéressant est plus intéressant que le sérieux. Bon, ici donc, je suis pas sérieux. Bon, j'essaie. Bon, alors, du coup, la vitesse n'est pas un concept, hein, du tout. Bon, elle est la proto-expérience. Pré-philosophique dans le fond, disons des différences de consistance qu'il y a dans un musée, dans un roman, dans une œuvre, dans un sentiment. Tout n'est pas homogène et il y a des moments de remplissage. Et j'ai aimé une phrase de Deleuze qui dit « Je n'aime pas ceux qui disent tel passage d'une œuvre est faible, ça repart après ». Bon, ceux qui font des morceaux choisis, ceux-là, ce sont de mauvais lecteurs. Ils ne comprennent pas que les morceaux choisis en question sont précisément tenus ensemble par les interstices, c'est-à-dire les moments faibles ou le remplissage. Bon. Ce qui fait que l'essentiel est une inégalité de consistance. Bon. Je passe. Alors, bon. Ce qui compte dans un... j'en viens à la question de l'entre. C'est le problème majeur du dépérissement en nous, de la hantise, de la provenance. Ce qui compte dans un chemin, ce qui compte dans une ligne, c'est, il le dit souvent, le milieu. Il faut bien comprendre, c'est pas le milieu au sens d'un point qui serait le centre, hein, disons le milieu de la ligne. Non, non. Le milieu, c'est tout moins les extrêmes. Donc c'est tout moins les extrêmes. Bon, ce qui fait que les bords sont flous. Ça, c'est indispensable. Et il n'y a pas à s'inquiéter. Le milieu est débordé. Et la vitesse, c'est l'expansion du débordement depuis. Bon, et l'exemple privilégié est celui pris à propos de l'herbe. Bon, l'herbe n'existe qu'entre les grands espaces non cultivés, il le dit dans Paparnet. Bon, elle comble les vides, elle pousse entre, et moi j'aime bien la zone, et la zone, il y a beaucoup d'herbes folles, d'herbes dégoûtantes, avec des tas de choses, bon, et c'est l'entre ni ville ni campagne. Bon, ça c'est le terrain vague qui est le lieu approprié pour fabriquer des objets deleuziens.
Bon, alors moi je suis ni pour ni contre, hein. Il faut que ça m'intéresse. Bon, l'essentiel est que le entre ne soit jamais évidemment un entre, éléate. C'est le pire, celui qui ralentit tout, hein. Il est le ralentissement bien connu. Bon, et là on voit bien qu'il y a un souvenir de Bergson. Bon, je précise qu'il s'agit entre des choses qui n'ont rien à voir avec. C'est ça l'important, hein. Parce que si elles ont à voir avec, elles sont déjà en affinité transcendantale, ce que vous voudrez, ou de parenté platonicienne, et ça n'a plus d'intérêt. Bon. Alors, je poursuis. La philosophie a, pour lui, été toujours dans le fond, une affaire de vitesse entre des asymétries. Bon, et la vitesse ne se remarque pas si elle est homogène, elle ne se remarque que s'il y a des accélérations et des ralentis. Le problème est de savoir si on se trouve mieux dans l'homogène ou à cheval sur un hétérogène. Pas dans un hétérogène, hein, à cheval. On est moins bien, c'est moins stable, on est moins installé, il n'y a pas de site, mais c'est plus excitant. Bon. Et la question est de chercher l'asymétrie. Bon. J'en viens à la question qui m'occupe de la défiguration, ni figuratif, ni abstrait. Bon. Défigurer, c'est-à-dire à toute vitesse, comme le dit Michaud, dès qu'on lâche un crayon, quel que soit le tracé que l'on est, ça finit toujours par faire une tête. Bon, on revient toujours à une tête. Bon, on prend le crayon, il se met à errer sur le papier, ça fait une tête. Bon, mais une tête imprévue. Bon, eh bien la défiguration, c'est pas seulement celle à laquelle procède Bacon, mais c'est aussi la ligne qui, courant, finit par toujours faire une figure, mais imprévue sans modèle. Bon, et défigurer, c'est ça, c'est-à-dire faire de la figure qui ne ressemble à rien, sinon à de l'inconnu. Bon. La question qui occupe Deleuze n'est sans doute pas que ce soit la philosophie qui soit intéressante, c'est que le monde devienne plus intéressant avec la philosophie, ce qui est très différent. C'est-à-dire que le monde aille plus vite et soit plus excitant. Bon, alors, la question est donc, comment vous défigurez-vous le monde, le contraire de comment vous le figurez. Bon, comment vous y prenez pour le défigurer, c'est-à-dire enrichir ses figures. Bon. Évidemment, tout cela exige qu'on supporte les consistances inégales. Bon, et les consistances inégales et les résistances inégales, elles sont jointes par un tissu conjonctif qui est la ligne de fuite, ce qu'il appelle la ligne de fuite, qui n'est pas nécessairement une ligne, hein, bon, qui est peut-être plus épaisse. Bon, alors. C'est pourquoi il peut appeler le concept le survol de tout segment et qui dote tout segment, toute ligne, quelle qu'elle soit, que ce soit un gribouillis du buffet, tout ça, ce qu'il appelle concept, c'est le survol le survol immanent aussi, hein, pas au-dessus, mais le survol dans la ligne de toutes les lignes. Bon, qu'il y en ait plusieurs ou une. Alors, la vitesse est donc, vous l'avez compris, dislocante. Alors, la dislocation exige que l'on supporte une affaire qui est la clé de la vitesse, c'est-à-dire le télescopage. Pour ça, il faut faire sauter un segment. Dans toute réalité, il y a un segment, si vous le faites sauter, en gros, chez lui, c'est le segment de la théorie. Alors, évidemment, ça se bouscule, ça se met à dérailler, les choses se télescopent, ça s'encastre, et ça commence à l'intéresser. Bon, le télescopage est la clé pour obtenir un objet deleuzien. Bon, mais les philosophies de type Aristote ne télescopent rien, elles prennent tout son temps. La tragédie a un début, un milieu, une fin. Voilà exactement ce qui ne télescope rien. Bon, la tragédie télescope, elle, mais Aristote préférait. Bon, alors, j'ajouterais ceci. Je ne finis même plus mes phrases, oui. Bon. Alors, dans le fond, très peu de théorie chez Deleuze, très peu, hein. Bon. Plutôt quelque chose comme une espèce d'escrime. Je dirais, l'escrime, c'est pas être symétrique de l'autre, hein. Bon, j'en ai jamais fait, mais je pense. Bon. Disons, un télescopage qui est entre la provocation et la riposte.
Bon, avec ceci qu'il est souhaitable que la riposte précède un peu la provocation. Bon, c'est ça qui est important. Bon, donc avant de répondre, parce que là on est en mauvaise posture, il faut déjà riposter. Bon, ce qui veut dire que c'est le contraire de cheminer. Bon, alors, bon, il y a évidemment une intensité considérable entre l'interférence et le télescopage. C'est une opération majeure. D'ailleurs, quand on télescope, ça devient dense. Bon, en gros, le monde à son rythme normal et l'ennui parce que ça finit par traîner. Les choses finissent par traîner. L'amour, tout ça, ça finit par traîner. Bon, et par conséquent, il faut le télescoper. C'est-à-dire enlever un segment et ça va beaucoup plus vite. Et ça se perturbe, hein. Bon, évidemment. Alors,